Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors, l'année est rythmée avec les saisons, là je ne vous apprends rien. Et c'est toujours surprenant comment, avec une date, le 22 septembre qui était il y a quelques jours, on bascule et on se dit on est à l'automne. Alors que les végétaux, ça fait déjà quelques semaines, qu'ils prennent leur couleur d'automne. On commence à sentir le jaune là sur l'hibiscus des marais, on voit dans les arbres des couleurs rougeâtres apparaître. Je vois que notre viburnum est en train de basculer également. Donc voilà, la saison, elle est déjà là. On voit des fleurs aussi, on voit les cyclamènes, on a les anémones qui ont pris la place dans les jardins. Donc voilà, les petits signaux qui sont sur cette phase où on bascule vers les plantes qui fleurissent à l'automne et celles qui commencent à faner très sérieusement. Bon voilà, on est dans ce rythme des saisons. Mais l'automne, c'est comme le printemps, il y a énormément à faire dans le jardin. Et c'est ce qui est passionnant, et ce que je trouve moi passionnant dans cette période qui arrive là maintenant, c'est qu'en fait, un verbe résume tout ce que l'on va faire dans cette période de l'année, dans les 3 mois qui viennent avant Noël, avant l'hiver, c'est de planifier. On est en train de prévoir tout ce qui va se passer au printemps, mais surtout à l'été prochain. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que l'on va chercher à mettre de la couleur, on va chercher à modifier, on va chercher à s'améliorer, on va faire en sorte que le jardin soit plus beau, plus fructifère, plus esthétique l'année prochaine. Bon, cette année, ça aurait été une année vraiment pour les pétunias. Ils ont profité de cette météo relativement humide, faut quand même l'avouer. Ça n'a pas été très agréable. Enfin, je dis, comme je l'avais dit il y a 3 semaines, ça a été une météo parfaite pour le jardin. La pelouse est encore verte comme il faut. C'est quand même assez rare au mois de septembre d'avoir une pelouse aussi verte. Et voilà, typiquement, les pétunias ont profité également de cette humidité. Et c'est intéressant de noter quand même que c'est vraiment une plante qui aime les contextes mi-ombre, parce que les pots que j'avais ici ont été vraiment superbes, sans trop d'entretien, alors que je me rends compte que les pots qui étaient plus au soleil, voilà, ceux-là, ils sont passés. Et surtout, la météo qu'on a eue la semaine dernière avec une belle semaine bien ensoleillée, j'ai été absent quelques jours, je ne les ai pas arrosés. Et voilà, le résultat, il a été radical. Donc, c'est le moment de les changer et c'est le moment de passer à notre planification pour le printemps prochain et de mettre nos bulbes, tous ceux que l'on a retirés, qui étaient dans ces pots, tous les bulbes que l'on a retirés au mois de juin pour justement laisser place aux couleurs de l'été, eh bien, ce sont nos plantations en lasagne. Alors, pour tous ceux qui nous suivent seulement depuis quelques semaines ou quelques mois, donc déjà, un grand merci de nous avoir rejoints. Et on a présenté ces plantations en lasagne. C'est vraiment un régal. C'est une technique où en fait vous allez mettre les bulbes dans vos pots à différentes hauteurs. Et surtout, vous allez mettre des bulbes qui vont avoir différentes floraisons, qui vont s'alterner à partir du mois de février-mars pour les crocus, jusqu'au mois de mai, voire juin pour les narcisses et les jacinthes. Donc c'est vraiment une longue floraison en alternance avec plein de fleurs différentes et vous essayez de créer une certaine harmonie. Voilà, ça va être le travail du jour. Comme je l'ai dit, on planifie, on se prépare pour les couleurs du printemps. Alors au mois de mai-juin, on a retiré les bulbes de nos pots pour laisser la place à nos plantes annuelles pour décorer tout l'été et encore pendant la phase automnale. Et donc on a fait attention à ce que les bulbes, ils aient leurs feuilles sèches, nous informant comme quoi ça y est, le bulbe avait repris toute l'énergie qu'il lui fallait pour passer sa phase de dormance, donc la partie estivale, et revenir en terre maintenant. Mais quand on a fait cette action, il y avait des bulbes qui avaient encore leurs feuilles vertes, c'était surtout les narcisses. Donc on les a laissés pour qu'ils voilà, laisse les bulbes se reprendre toute l'énergie qu'il fallait, toute la nourriture qu'il fallait. Je dois avouer que je les avais mis dans un espace un petit peu à l'ombre du jardin, et bien sûr, je les ai oubliés. Alors je les ai oubliés, mais je vois qu'ils sont bien en forme, ils sont là, donc c'est pas très grave. Je vais pas chercher à défaire ma motte telle qu'elle est ici, donc je vais la laisser telle que, et puis on va voir, comme ils vont certainement bien repartir. Donc on voit déjà la forme de mon pot, tout y est, donc je les positionne ici. Alors tous les bulbes, une grande majorité, pas tous, parce que certains bulbes comme l'ail et les oignons, quand on est dans le potager, on les plante à fleur du sol. On les plante 2 fois leur hauteur. Alors, tout simplement, lorsque vous avez la dimension du bulbe, celui-ci fait à peu près 4 cm, et je vais le planter à 8 cm. Donc c'est assez simple, c'est assez facile à se repérer, et on va les positionner d'une manière circulaire, bien sûr, en n'oubliant pas trop quand on va remettre la terre où est l'emplacement des bulbes précédents, même s'il ne faut pas trop s'inquiéter, parce qu'en fait, le bulbe dans la terre, dès qu'il voit un obstacle, il le contourne et il va quand même sortir. Voilà, donc là, c'est la petite précaution. Donc, bien entendu, ça veut dire qu'on met les gros bulbes en dessous. Donc là, c'est les narcisses qui sont là. Je pense que j'avais laissé aussi une jacinthe ici.
Puis on va planter les tulipes par-dessus, on va être ici, et puis on va planter nos crocus par-dessus, on va être ici, un peu plus bas quand même. Donc voilà, donc ça va être l'alternance de nos plantations, toujours en respectant cette profondeur qu'il doit y avoir pour que le bulbe se développe bien. Alors, au niveau du mélange, je fais un mélange terre-terreau, donc on le voit bien ici, j'avais de la terre qui reste encore très présente auprès des bulbes. Donc ça permet d'amener une bonne structure. Je l'ai mélangé avec le terreau, qui amène quand même cet élément, ce côté nutritif, dans lequel j'ai quand même rajouté un peu d'engrais, pour être sûr que les bulbes trouvent tout ce qu'il faut au niveau du système racinaire, là, dans leur développement dans la phase automnale-hivernale, qu'ils puissent prendre de l'énergie pour nous amener de belles fleurs au printemps prochain. Alors, dans la préparation de mon atelier d'aujourd'hui, il y a une plante que j'ai oubliée, c'est celle qui va amener le décor à partir de maintenant jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Donc, c'est les petites pensées ou les viola cornuta. Je vais voir ce que je vais mettre dans les pots, mais je les ai oubliés. Donc voilà, je vais aller voir mon horticulteur préféré et puis je vais rajouter des couleurs dans les pots. Mais pour être sûr que je n'oublie pas où j'ai mis mes crocus, parce que c'est la dernière étape maintenant, les petits crocus. Voilà, je fais ma petite réservation où j'ai mis les pots pour être sûr que je ne vienne pas perturber mes bulbes qui, bon, ils n'auront pas commencé à raciner, mais au moins je sais où les positionner maintenant. Alors bien sûr, quand on prend nos bulbes, on repère bien sûr là où est le système racinaire, là où est la partie, le pic, on va dire, la petite partie boursouflée où la tige va sortir, et bien sûr on les positionne la partie plate ou la partie du système racinaire. Si je prends la tulipe, on voit bien la partie du système racinaire et la partie qui va emmener l'ensemble de la fleur. Donc voilà, on les positionne. On essaie de faire une petite répartition. On essaie de sentir où on a mis les plantes précédentes. Et voilà. Et maintenant, je mets mon mélange. Voilà, donc avec les pensées que je vais rajouter ici, il y aura le paillage qui va venir finir toute cette organisation. Et puis les pots vont prendre leur place à côté de nos baies vitrées. Et j'ai vraiment hâte de voir toutes ces couleurs qui vont arriver l'année prochaine. Alors j'ai vraiment hâte. Bien entendu, il y a encore quelques semaines, quelques mois qui nous séparent de la phase floraison. Mais une fois de plus, c'est l'automne et on planifie pour être sûr qu'au printemps, on ait de belles couleurs. Voilà, c'est la fin de la saison pour les tomates. Ça, c'est une évidence. Alors, une évidence pas totalement, parce que je vois qu'il y a encore quelques pieds qui sont bien formés, bien verts, avec des fleurs, et des tomates, certaines qui viennent à maturité, d'autres qui sont vertes. Je pense que les vertes vont pas trop mûrir maintenant, mais on les utilisera dans les confitures, donc c'est pas une récolte qui est perdue. J'ai encore eu quelques récoltes ce week-end, donc voilà, on continue à en profiter. Mais vraiment, l'esthétisme n'est plus là pour certaines variétés, pour certaines plantes, et puis surtout, à l'extérieur, là, l'excédent d'humidité, ça fait que les pauvres pieds de tomates, ils sont plus jolis du tout. Alors, faut avouer que la récolte, elle a quand même été présente, parce que avec le printemps qu'on a eu, et même l'été qu'on a eu, c'était pas gagné. Le mildiou, je sais que dans beaucoup de régions de France, vous avez eu beaucoup de mildiou, donc je crois que beaucoup de confrères m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu beaucoup de récoltes. Bon, c'est comme ça, il y a des étés qui ne sont pas favorables à la plantation de certaines plantes. Alors pour nous, on en a eu, tardivement certes, c'était à partir de la mi-juillet qu'on a eu nos premières récoltes, puis comme je dis, jusqu'à la semaine dernière pour ce qui est dans la serre, un petit peu avant pour ce qui est dehors, mais bon voilà, c'est la saison, elle est finie. Alors par rapport à notre expérience des sacs et de la plante en pot par rapport aux plantes en pleine terre, bon, je dois avouer que pas une grande différence entre les deux, comme je le dis, parce qu'on a eu de la chance, nous, les plantes dehors ont bien donné et ont été très très belles, même se développant beaucoup plus que celles qui sont dans la serre. Au niveau de nos plantes, de nos sacs, alors je peux pas du tout dire s'il y a une différence de production entre le sac noir, qui techniquement devait chauffer un peu plus, et le sac bleu. En résumé, le sac noir, j'ai juste retourné un sac bleu pour garder cet aspect noir. Donc là, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Entre pot et sac, bon, si je prends les variétés, alors, elle n'est pas du tout jolie celle-ci, mais là, on est sur la même variété de tomates, donc on voit bien qu'elle était de la même taille. Même chose pour celle-ci, c'était les deux mêmes variétés
elles sont à la même hauteur. Donc voilà, c'est intéressant de constater que dans ce terreau, en fait, uniquement le terreau, bah, les plantes poussent très bien. Et je dois avouer qu'au printemps, elles ont vraiment super bien démarré. Donc ça, c'est la petite indication comme quoi, même si vous habitez sur une terrasse, même si vous avez un balcon, vous pouvez faire votre potager en sac. Ça va donner de beaux fruits, de beaux légumes. Et surtout, vous allez avoir pendant 8 à 10 semaines bah, une récolte que vous pourrez savourer dans vos petits plats. Voilà, donc ça a été la bonne expérience quand même de constater que ça fonctionne très bien dans les sacs de terreau. Et puis voilà, chacun a adapté à un moment donné sa culture à son environnement. Bon, pour aujourd'hui, je vais retirer, alors je vois que celle-ci a encore quelques tomates à venir, donc je vais les laisser. Je vais retirer bien sûr tout ce qui est sec et surtout l'extérieur. On va nettoyer tout ça parce que bah, ça n'a plus d'intérêt du tout. On va semer notre engrais vert, comme le carré qui est juste à côté, que l'on a fait il y a 3 semaines. On va donc semer notre trèfle. Et puis derrière, eh bien, ça sera des plantes, certainement que l'année prochaine, ce seront des salades qui viendront ici et des radis dans notre approche de rotation et de cycle culturel dans ces carrés. Alors, je vous ai parlé du mildiou, mais il y a un autre ennemi qu'on a eu dans le jardin toute la saison, c'est bien nos limaces. Donc ça a vraiment été le fléau. Et si je dis le fléau, c'est que les salades que j'ai plantées, que j'ai quand même protégées avec des cloches, elles ont quand même réussi à aller dessus. Et ça a été une pauvre récolte, pas du tout, je vais être obligé de tout changer. Donc ça, c'est vraiment agaçant. Donc ça, c'est vraiment notre ennemi. Et c'est comme ça. Alors, j'ai pas récolté toutes les tomates. Il y en a plusieurs qui sont tombées au sol. Celle-ci, elle pourrait presque être bonne à manger, mais voilà, toutes celles-ci sont tombées et ont libéré leurs graines. Donc certainement que dans ce massif, l'année prochaine, eh ben, on va avoir de jolis pieds de tomates pousser. Donc on les retirera si je les vois suffisamment tôt ou s'ils poussent suffisamment tôt. Je les déplacerai dans les carrés où on aura les pieds de tomates. Mais c'est ça le jeu aussi, bah, c'est un peu le charme de la nature et comme quoi les plantes se ressèment quand même, ce ne sont pas que des OGM, loin de là. Et donc on va avoir certainement beaucoup de tomates parce que quand je vois toutes les tomates cerises que j'ai loupées, c'est impressionnant. Et c'est comme ça, c'est que il faut parfois être plus présent qu'on ne l'est dans notre jardin, et puis surtout, bah, faut pas prendre quelques jours de vacances, parce que là, la nature, bah, elle continue, elle, à se développer, à s'installer, et c'est comme ça. Et puis surtout, comme je viens de le faire, ça va aller dans le composteur, donc naturellement, dans le composteur, bah, ça va se mélanger avec tout ce qui va bien, et je vais réétaler le compost partout, donc il y aura des pieds de tomates partout. C'est un des petits plaisirs, quand on jardine, de se dire, ah tiens, une tomate. Donc voilà, donc maintenant, au travail, on retire les tomates, je désherbe, je remets propre mon carré. Je vais bien sûr laisser les fraisiers. Et puis, il n'y aura plus qu'à attendre la levée du trèfle et de faire en sorte qu'il fasse tout son travail, d'alimenter ce sol, de faire en sorte que ça se restructure et que ce soit prêt pour le printemps prochain, toujours planifié. Bon, un petit problème de caméra, on n'avait pas vu que notre carte SD était pleine. Donc vous n'avez pas vu la fin de mon travail sur l'épandage et le semis du trèfle et de la facélie, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de trèfle dans ma boîte, donc je n'ai pas pu faire tout mon carré, donc il y a à peu près une moitié. Alors je suis allé chercher de la facélie, bon, c'est pas la même famille, mais c'est le même travail, dans le sens, la facélie va aller un peu plus profond dans le sol, déstructurer un petit peu le sol et fragmenter un petit peu tout le sol, et puis également enrichir. Donc la finalité, elle est exactement la même, c'est un engrais vert, mais l'aspect dans le carré ne sera pas le même du tout, parce que le trèfle va monter à peu près à ça, la facélie va monter à peu près là. Donc il y aura une petite nuance, mais le chantier est le même. Là, on reconnaît les petites graines de facélie, je les ai ici, c'est les petites graines blanches là. Bien sûr, j'ai recouvert en utilisant le tamis. J'ai remis une fine couche de terre sur le... Donc on voit, la facélie, elle est blanche, et puis le trèfle, en fait, on le voit, c'est un petit peu les graines jaunes qui sont là. Ça va être l'expérience de combiner les deux, mais le résultat, comme je dis, ça va être le même objectif, ramener de l'azote dans le sol et faire en sorte que ce carré-là soit bien riche comme il faut au printemps quand on va mettre nos salades et nos radis. Bon, on a le plaisir de voir que nos pommiers en palmettes que nous avons plantés au printemps dernier ont apporté tout ce qu'il faut comme fruits. Alors bien entendu, il n'y en a pas beaucoup, parce que le plant est encore jeune, mais quand même, il y a une récolte qui est là, donc ça fait toujours plaisir de voir que dès la première saison, on va avoir quelques fruits. Alors ce qui va être intéressant, c'est de constater si les plantes sont sans verre, parce qu'on a quand même mis en place cette lutte biologique dès le printemps. Alors ça a été d'abord la glu sur la base du tronc, là où on a mis une bonne couche de glu pour éviter que les fourmis et tout insecte rampant viennent participer au développement naturel pour des pucerons entre autres. Hein. Les fourmis aident les pucerons
à s'installer et à profiter du sucre qu'il peut y avoir dans les bourgeons, dans les jeunes pousses. Donc voilà, donc ça a été la première lutte que nous avons faite. Ensuite, quand il y a eu la période des papillons, on a mis ce piège à phéromones pour essayer de voir à quel moment il y aurait les papillons mâles qui seraient attrapés par l'odeur qu'il y a dans la plaque de glu. Et donc, il nous informe comme quoi, ça y est, il y a la population de papillons qui est autour et qui va venir à chercher à mettre ses petits vers dans le fruit. Donc, on a mis du bacillus sur les plantes, sur le fruit, pour s'assurer que, voilà, on évite ce développement de vers dans le fruit. Et bien maintenant, c'est le résultat. On va savoir si la récolte, elle est comme il faut. J'espère que le fruit va venir. Voilà, donc le produit, il est propre, il est sain. Je pense qu'il n'y a absolument aucun ver à l'intérieur. Ça va être un vrai régal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je cueille la reine des rainettes. C'est le pommier qui va participer à la fructification de beaucoup d'autres pommiers. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la grise du Canada juste ici et que l'on a la belle de Boscop ici. Donc, c'est en fait des fruitiers qui profitent de cette fleur et de cette pollinisation croisée qui est très intéressante. Et donc, une fois de plus, on voit que sur les quelques fleurs qu'il y a pu y avoir cette année, ça a fonctionné. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Ah, on reviendra pour celle-là, elle n'est pas prête. Allez, on fait le test. Ah ben voilà, parfait, c'est ce qu'on veut. Délicieux. Eh ben nickel, exactement ce qu'on souhaite. Donc maintenant, j'ai hâte de voir les palmettes se développer, prendre encore un peu plus de forme l'année prochaine, un peu plus de feuilles, un peu plus de fleurs et un peu plus de fruits. Allez, quelques petites tâches pour continuer à compléter toutes ces missions qu'il y a à faire dans le jardin à l'automne. En fait, on veut continuer à avoir des fleurs. Donc, c'est absolument extraordinaire, ces dahlias, la manière dont ils fleurissent et surtout la durée de floraison, parce que vraiment, ils commencent fin juin, début juillet, on commence à avoir les premiers boutons. Et puis, voilà, on est fin septembre et on est encore à profiter des fleurs. Alors, surtout, le plus important, c'est qu'on retire les fleurs fanées. Là, vous le voyez, il y a quelques semaines, je ne vais pas dire quelques semaines, mais je pense que je ne suis pas venu dessus depuis 15 jours. Donc, on retire tout ce qui est bouton. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est bouton, naturellement, la fleur met de l'énergie à développer le fruit pour continuer le développement de la plante. Et en fait, cette énergie qu'elle met à développer le fruit, elle ne mêle pas à créer de nouveaux boutons. Donc voilà, donc on profite de ces périodes où il y a certes beaucoup à faire dans le jardin, mais ça, c'est une tâche qui permet encore d'avoir tellement de plaisir, j'espère jusqu'à la fin octobre. Et regardez, on voit bien que tous les boutons sont encore là. Ça arrive, il y a encore une nouvelle génération de fleurs qui va pointer le bout de son nez. Et ça, rien que de le faire, on prend beaucoup de plaisir. Alors des fois, comment est-ce qu'on peut reconnaître un bouton qui a fané d'un bouton qui va venir ? Tout simplement, le bouton qui a fané, on voit qu'il y a une belle pointe. Quand le bouton qui va s'ouvrir, il est rond. Alors si vous vous souvenez, le plan que je suis en train de nettoyer, c'est celui qui était très malheureux au printemps, qui avait été mangé par les limaces. Et voilà, limaces et escargots. Le fait de mettre les tuiles cassées au pied, ça a fait le travail. Mais je dois avouer que je vois quand même qu'il y a quelques feuilles qui sont mangées. Mais au moins le pied, on l'a sauvé. Il y a les feuilles qui ont été bien grignotées. Mais au moins, il a été sauvé et il a été de toute beauté toute la saison. Alors quand on a une saison pluvieuse comme cette année, les pelouses, elles sont vertes. Ça, c'est un avantage, c'est qu'on n'a pas eu, d'une part, à les arroser. Alors, surtout, pour moi, on n'arrose pas les pelouses parce que c'est contradictoire avec le recyclage de l'eau. Donc, surtout, on n'arrose pas les pelouses. Ça, c'est ma vision. Donc, cette année, on a profité d'une belle pelouse verte. Par contre, quand il pleut beaucoup, tel que ça a été le cas cette saison, en fait, l'argile du sol gonfle et du coup asphyxie le système racinaire des graminées. Alors, je ne sais pas si c'est la raison, et je vais quand même approfondir. Je voulais le faire avant de nous filmer aujourd'hui, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Je vais aller chercher la raison de cette couleur jaune, marron, qu'il y a là sur le sol, et qui montre clairement
que la graminée est en souffrance. Donc pourquoi est-ce qu'elle est en souffrance? Je pense vraiment que c'est ce fait de cette argile hein, qu'il y a dans la composition du sol. Si vous avez un terrain sablonneux, alors, ça traverse, c'est de toute beauté, mais le gazon, il faut l'arroser. Un petit peu le contexte des golfs. Par contre, là, des golfs, j'entends des greens hein, sur les golfs. Par contre, là, j'ai rarement eu ça, pour ne pas dire que c'est la première fois que je vois ce développement de surface jaunâtre. Donc, ouais, vigilance, il y a quelque chose qui nous parle. Là, la nature est en train de nous dire ce qui ne lui va pas. Donc, une des options, c'est de faire ce que je fais, le carottage. C'est-à-dire qu'on fait des trous régulièrement dans la pelouse. Donc là, comme je le fais avec un outil relativement pointu qui s'enfonce bien, de 4-5 cm, et on quadrille notre surface pour bien aérer le sol. Et comme ça, j'espère qu'on va quand même redonner un petit peu d'oxygène et que ça va aérer les systèmes racinaires. Et également, quand il y a ce compactage, on voit qu'il y a un développement du trèfle qui est abondant, qui est important. Alors, j'ai envie de dire que le trèfle, c'est pas forcément très gênant, puisque ça fait partie de l'oxygénation du sol. On l'a dit maintes fois lorsqu'on met les engrais verts. Le trèfle permet d'amener de l'azote dans le sol, donc ça c'est positif. Mais également, on trouve, il y a pas mal de pâquerettes qui se développent, qui s'installent, il y a des pissenlits qui s'installent. Ça me va pas. Donc, je tonds ma pelouse toutes les semaines pour éviter justement ce développement. Mais là, cette année, je vois que il n'y a pas trop de pâquerettes ni de pissenlits. Là, j'ai pas trop mal réussi ma saison à ce niveau-là. Mais ce développement des taches jaunes ne me plaît pas. Alors, carotter, comme je viens de le montrer, on fait des trous, on aère. Alors, vous avez plein d'outils pour le faire. Vous faites soit comme moi, de manière très simple, soit vous avez cette semelle avec des clous et vous marchez en enfonçant vos clous. C'est aussi très pratique. Si vous avez une grande surface, c'est nettement plus rapide que ce que je suis en train de faire. Puis autrement, il y a le vrai outil à carottage où vous avez ce petit cercle que vous enfoncez dans le sol sur 5-10 cm. Vous avez ce petit tube de terre qui ressort que vous disposez après et qui fait une vraie aération. C'est certainement le meilleur outil qui fait des aérations nettement plus importantes. Mais voilà, j'ai quand même pas une grande surface, donc je vais faire avec cette approche très simple de ma fourche que j'enfonce, comme vous voyez, un peu avec force. Et si jamais je sens que la force n'est plus là, on y va avec le pied. Alors je fais cette tâche-là, on est fin septembre. D'ici quelques semaines, je pense que mi-octobre, on va refaire notre tâche qui a eu beaucoup de visites sur les réseaux, c'est la scarification. Donc je vais remettre le scarificateur en place qui va nous nettoyer tout ça, mais la scarification, c'est que sur une petite surface, je dirais que c'est sur 2-3 cm, donc ça nettoie bien la pelouse, ça retire bien les plantes, comme je le disais, du trèfle qui s'étalent, donc voilà, ça permet de bien aérer et retirer beaucoup de mauvaises herbes. Puis d'ailleurs, on va refaire notre séquence de terrotage avec des graines, tout ça, comme je dis, autour de mi-octobre. Quand on est sûr, même si cette année, je veux dire que la pluie, on l'a eu, donc on pourrait le faire maintenant, parce que vraiment la saison s'y prête. Donc voilà, je vais le faire quand même mi-octobre. Comme ça, je sais que jusqu'à la mi-novembre, je pourrais faire peut-être ma dernière tonte fin novembre pour ramasser également les feuilles, faire en sorte que le gazon soit propre pour l'hiver. Et ça devrait être beau pour le printemps. Voilà, donc ça c'est les tâches à venir. Et on verra dans 15 jours, 3 semaines, comment étaient les développements de cette couleur jaune. Comme je vous dis, il m'inquiète un petit peu. Donc peut-être qu'avec la scarification, en fait c'est de l'herbe qui est morte. Donc ça va la retirer. Et puis le SMIC qu'on va faire derrière va régénérer tout ça. Alors, je disais en introduction que l'automne c'est planifié, mais il y a quand même aussi encore continuer à récolter. On l'a vu avec les pommes. Et là, on va avoir nos butternuts et nos potimarrons à récolter. Ça va venir encore d'ici quelques semaines. On va laisser encore profiter un petit peu de la saison. Elles ont été éclaircies comme il fallait pour profiter un petit peu des derniers moments de soleil et de la pluie ambiante. Voilà, ça va être un peu cette combinaison pour essayer qu'ils grossissent un petit peu, mais je suis quand même pas mécontent de la récolte cette année. Et on part de 4 pieds de butternut. Vous avez vu la quantité que l'on a. Donc, certains sont de belle taille, moyenne, d'autres un petit peu petits. Les fleurs sont peut-être arrivées un petit peu après. C'est d'ailleurs amusant de voir qu'il y a encore des fleurs qui arrivent, il y a encore des tout petits fruits qui sont là. Donc c'est toujours amusant à observer. Voilà, donc là on sera certainement dans 3, 4, peut-être 5, 6 semaines, peut-être mi-novembre quand on va les récolter. Et puis on en fera de belles préparations pour nos plats de l'hiver.
Il y a aussi les haricots, il y a les poivrons aussi qui continuent à arriver. Et puis on va avoir bientôt nos patates douces. Là, je suis en train d'observer un petit peu ce qu'elles nous donnent. On en distingue une. J'ai l'impression qu'elles sont de belle taille. Donc ça sera la découverte, certainement à nouveau mi-novembre. Donc tout ça pour dire que l'automne, il y a plein de choses à faire dans le jardin. On l'a dit, on planifie, on se projette pour le printemps, mais on continue à récolter et on profite de ce que l'on a planté au printemps, où on se projetait également pour l'automne. Donc voilà, ça c'est vraiment le plaisir du jardin et c'est ce que je trouve absolument fascinant. C'est que quand on est dans notre jardin, eh ben, on est toujours à avoir l'esprit orienté sur notre petite parcelle, sur notre bout de terre, en réfléchissant à ce qui va venir. Alors, ce qui va venir, eh ben, c'est ce week-end, c'est notre dernier championnat. Alors, dans cette année où il y a eu cette ferveur autour des Jeux Olympiques, j'ai envie de vous dire, venez nombreux à La Roche-sur-Yon, au potager extraordinaire, pour voir ce concours des incroyables légumes. Vous nous avez suivis toute la saison où on a accompagné Mehdi et Julien dans leur quête du Graal d'avoir le plus gros potiron possible. Voilà, où est-ce qu'ils en sont? Quels a été les avantages de cette dernière semaine? Est-ce qu'ils ont continué à prendre du volume? Combien de concurrents vont être présents? Est-ce que les concurrents qui seront là ont eu une meilleure saison et ont pu commencer leur fructification un peu plus tôt que Mehdi et Julien qui habitent autour du Mans? Ça va être très intéressant de découvrir voilà, quel est le défi de cette année. Est-ce que Julien va pouvoir se rapprocher de Mehdi et peut-être gagner la compétition? Mehdi est allé le week-end dernier en Allemagne pour prendre la 3e place du concours allemand. Est-ce que les Allemands sont un petit peu chatouillés, ils vont voir venir concourir en France? Est-ce qu'il y aura des Anglais, des Espagnols? Enfin voilà, tout ça, la réponse, c'est ce week-end. Donc vraiment, je vous invite à nous retrouver et à partager avec nous ce concours où vraiment on est face à des producteurs de très grande qualité. Ce sont des amateurs, mais vraiment, ils nous donnent de leçons chaque année où on découvre ces fruits extraordinaires, ces légumes fruits extraordinaires. Voilà, ça c'est week-end prochain à La Roche-sur-Yon. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre un petit temps pour venir découvrir cette ferveur, surtout que la météo, qui est quand même un peu à la pluie aujourd'hui, elle est annoncée être au soleil pour le week-end prochain, pour dimanche prochain. Donc surtout, venez à La Roche-sur-Yon. Et d'ici là, autrement, je vous retrouve la semaine prochaine. Soignez bien.